Bonjour à tous, nous allons démarrer dans quelques minutes, nous attendons encore quelques participants. Bien, nous allons y aller. Merci d'avoir patienté. Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par Grant Thornton en partenariat avec Heuristic. Je suis Tariq Inouzaïr, responsable business développement chez Grant Thornton. Aujourd'hui, nous allons parler pilotage de la masse salariale ou comment relancer l'activité en maîtrisant l'incertitude. Pour vous en parler, j'ai avec moi Roberto Azocar, associé Business Consulting Services chez Grant Thornton, en charge des sujets de pilotage de la performance. Et j'ai aussi Jean-Louis Baudran, associé chez Heuristic. Bonjour messieurs, quelques mots pour vous présenter. Avec plaisir. Donc, merci Tariq. Donc, bonjour et merci de vous être connecté à ce webinaire. En fait, je me présente. Je suis Roberto Azocar. J'ai une vingtaine d'années d'expérience dans la transformation des fonctions support, notamment de la fonction finance et la fonction RH. Donc, quand je parle de cette expérience-là, je parle de la transformation du point de vue organisation, processus, mais aussi système d'information. À vous, Jean-Louis. Bonjour à tous, Jean-Louis Baudran. Donc, je suis directeur associé chez Heuristic. J'ai une activité, j'ai une expérience personnelle de plus de 30 ans, hein, donc un peu plus vieux que Roberto. J'ai une formation en économétrie, c'est une matière qui est à la base du travail qui peut être fait dans le domaine du deep learning aujourd'hui. Donc je suis spécialiste en matière de prévision, à la fois dans le domaine RH bien sûr, mais j'ai également par ailleurs travaillé dans le domaine financier il y a quelques années. Bon, bah, écoutez, je vous propose de continuer. Donc, et surtout, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, Tariq nous fera part de vos questions qu'on essaiera de traiter plutôt à la fin. Donc, Tariq, tu peux préciser comment ils font pour poser des questions, peut-être? Oui, tout à fait. Donc, vous avez un chat qui est accessible en haut à droite de votre écran. Donc, questions-réponses. Vous pouvez poser vos questions tout au long de la présentation et voilà, nous les traiterons. Nous aurons un temps de réponse à ces questions à la fin. OK. Avant de vous présenter plus en détail les sommaires de ce qu'on va vous partager avec vous aujourd'hui, je vous présente très rapidement, en fait, Grant Thornton Heuristic. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà l'occasion de nous connaître. En tout cas, pour Grant Thornton, en fait, on est un cabinet d'audit et conseil. Donc, on arrive juste après ce qu'on appelle les Big Four. Et nos métiers principaux sont bien sûr l'audit, l'expertise comptable, mais aussi tous les métiers du conseil. Du conseil au sens large, qui vont depuis les conseils en management, les conseils en juridique et fiscal, et toute la partie fusion-acquisition, ce qu'on appelle de notre côté les conseils financiers. Ce que je tiens à remarquer, c'est que côté Grant Thornton, on est plus de 80 collaborateurs à travailler dans la transformation des fonctions support, notamment de la finance et des fonctions RH. Donc, et bien sûr, on intervient systématiquement sur ce type de problématiques et de transformation. Jean-Louis, peut-être par rapport à Heuristic. Très bien. Donc Heuristic, on est un éditeur de logiciels sur une niche de marché qui est celle du décisionnel, du dossier RH et du contrôle de gestion sociale. On existe depuis une vingtaine d'années, donc on a vraiment accumulé beaucoup d'expérience dans ce domaine-là. On va traiter des sujets, bien sûr, de masse salariale, des sujets de contrôle de gestion sociale, donc un peu plus large, et également depuis quelques années maintenant des tableaux de bord, analytiques et des tableaux de bord visuels. Donc en termes de domaine, on va traiter les sujets de simulation et d'élaboration budgétaire, les sujets d'analyse, de contrôle budgétaire,
la mise en place de tableaux de bord RH, des tableaux de bord de pilotage, et puis également de révision salariale collaborative, comment être capable de collecter et de faire participer les managers à des campagnes de révision de salaire. Voilà. On a une clientèle essentiellement de TI et de grands comptes. Ça représente aujourd'hui 270 000 salariés qui sont gérés avec le logiciel Elliott, donc une taille assez conséquente. Au total, près de 70 clients. Vous avez quelques-uns de nos clients, bon, je ne les citerai pas, il y a ProBTP, Ferrero, etc. Ce qui est important, c'est qu'on va à la fois traiter des très gros projets. On a fait notamment, on a 3 grands projets phares qui sont BNP Paribas, Pôle emploi et Keolis, donc des groupes qui sont supérieurs à 20 000 personnes. On atteint avec Pôle emploi jusqu'à 50 000 personnes, hein, des projets de très grande envergure. Et puis, on fait également des projets d'intégration, ce qu'on appelle des projets fondateurs, c'est-à-dire des projets dans lesquels une entreprise a une réflexion relativement jeune dans le domaine du contrôle de gestion sociale et du pilotage de masse salariale et va utiliser un outil pour créer des process et organiser ce travail. C'est un projet assez intéressant et extrêmement constructif. Voilà, où on fait 1,5 million de chiffre d'affaires actuellement sur ce domaine-là. Et si on a souhaité justement faire ces webinaires en mode partenariat, c'est justement parce qu'on complète une expertise métier qui est apportée par Grant Thornton avec une expertise plus outil et qui est apportée par Heuristic. Donc, par rapport à nos clients, en fait, je ne suis pas revenu dessus, bien sûr, mais on intervient aussi bien au sein des groupes de CAC 40, mais aussi beaucoup dans les mondes des ETI, donc, et qui nous accompagnons au quotidien. Donc, en termes de sommaire, ce qu'on vous propose aujourd'hui, donc après cet accueil et présentation, c'est directement d'attaquer vraiment les sujets du webinaire de ce matin. Donc, et d'abord avec une partie autour des 5 enjeux du pilotage de la masse salariale. Donc, partager avec vous quelques constats, quelques convictions et justement l'évolution à venir concernant le pilotage de la masse salariale. Puis par la suite, en fait, vous présenter une démarche de transformation, donc, mais sur la base d'un exemple concret. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne va pas élargir justement cet exemple à d'autres cas et clients que Jean-Louis ou moi-même avons pu côtoyer au cours desquels on a pu intervenir. Et pour finaliser, en fait, en termes de contenu, on ira voir en fait quelles sont la contribution des outils de pilotage de la masse salariale et notamment de l'outil Elliott, qui est l'outil des heuristiques. Et bien entendu, à la fin, on prendra en compte toutes vos questions, on y essaiera de répondre, et si besoin, on prendra le temps de répondre à ces questions par la suite. Je vous propose donc d'aller plus dans les vifs du sujet. Tout d'abord, en termes d'enjeux de pilotage de la masse salariale. Donc, comme nous le savons tous, souvent, cela représente l'engagement le plus conséquent des entreprises. Souvent, dans les mondes du service, ça peut arriver jusqu'à 80% des engagements. Donc, c'est un montant très, très significatif. C'est une problématique dont on parle depuis plusieurs années, mais très souvent, en fait, et ça, ce qui se sont rendu compte nos collègues des heuristiques, c'est que pour plus de la moitié des cas des entreprises, en fait, c'est plutôt une problématique qui est suivie, c'est-à-dire une question qu'on pose soit à la DRH, soit à la direction financière. Ça dépend en fait des organisations qui a la tête, qui a la charge en fait du pilotage de la masse salariale, en fait par rapport à l'évolution future de cette masse salariale, mais sur lesquelles en fait les entreprises souvent n'ont pas et les équipes n'ont pas les moyens d'y répondre en fait. C'est une problématique, mais il n'y a pas justement des réponses en termes de process, en termes d'outillage pour apporter les réponses. Souvent en fait, pour piloter la masse salariale, il y a 2 approches. Donc, il y a une approche qu'on pourrait parler d'une approche plutôt simple qui consiste à se dire j'ai des coûts. J'ai des coûts, j'ai pas derrière, en fait, j'ai des individus qui représentent un coût, mais j'ai pas une vision qui est un peu plus complète, en fait, qui est la notion, en fait, de dire j'ai des coûts, bien sûr, mais derrière, j'ai des sommes, j'ai des effectifs avec des compétences, avec un métier. Et donc, l'idée, en fait, et ce qu'on va se poser la question aussi au cours de ce webinaire, c'est savoir comment on peut répondre en n'apportant pas une réponse qui soit simpliste, mais vraiment en adressant les différents points de vue, en fait, et les différentes composantes, en fait, du pilotage de la masse salariale, c'est-à-dire les emplois et les coûts. Alors, si on rebondit sur ce sujet de complexité, ça fait toujours peur, ça inquiète toujours de parler de complexité. L'idée, simplement, c'est de reconnaître la réalité des choses. Ces 2 aspects de pratique du pilotage de masse salariale ne sont plutôt simples, plutôt complexes, peut paraître un peu caricatural, mais ça correspond, je dirais, d'une certaine façon à la frontière qu'on va placer entre une approche purement financière, et donc c'est légitime de s'intéresser aux coûts, et une approche
à la fois financière et à la fois RH, où là, on va aller effectivement dans la complexité parce qu'on va gérer des hommes. Alors, je pense que vous avez peut-être eu la possibilité de pouvoir parcourir la newsletter qu'on avait envoyée. On en parlait de ce sujet-là. C'est complexe pour pas mal de raisons, mais une des premières, c'est que ça va toucher beaucoup de fonctions dans l'entreprise. Ça va être bien sûr la fonction RH qui en est responsable, la fonction financière sur les coûts, la fonction commerciale qui emploie du personnel et qui rémunère du personnel, la production qui emploie également du personnel et qui aura besoin d'effectifs compétents. Donc ça veut dire qu'on va toucher quelque chose qui est complètement transverse. Dès que vous touchez un sujet transverse dans l'entreprise, ça devient d'une complexité beaucoup plus importante. D'accord ? Le deuxième point, c'est qu'on est sur un sujet qui est un sujet financier, hein, ça pèse beaucoup, on en a parlé tout à l'heure, mais qui a des implications en termes d'activité. Et le rôle de la DRH là-dessus n'est pas très facile parce qu'elle va gérer des hommes. Les hommes, ça ne se gère pas comme des machines. Alors, c'est-à-dire que je parle d'une tautologie, mais une personne tombe malade, non pas le premier du mois, mais elle tombe malade quand elle doit tomber malade, ou une personne peut être mutée, peut être partagée en termes de coûts. Enfin, tous les aspects qui fait que le traitement de l'information et le traitement du sujet de la masse salariale va être de nature complexe. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le simplifier, mais ça veut dire que ça va nous demander de la méthode. Et c'est justement un petit peu ça le sujet de notre propos. Tout à fait. Donc, et là, en fait, je me permets d'ajouter un élément, c'est une question de volumétrie aussi, des données, des informations à gérer. Donc, parce que comme on le disait très bien Jean-Louis, donc il y a toutes les directions de l'entreprise qui interviennent, à la fois la direction opérationnelle, la direction RH, la direction financière. Et donc, ça génère une masse d'informations qu'il va falloir être en capacité de traiter maintenant dans des délais de plus en plus courts. Ce qui me permet d'ajouter, en fait, par rapport à cette première réflexion, c'est que suite à la crise qu'on vient de vivre, en fait, il y a une nouvelle contrainte qui vient de s'ajouter, en fait. Je veux dire, c'est une contrainte qui était, on a toujours parlé un peu d'incertitude par le passé, mais aujourd'hui, en fait, c'est vraiment une contrainte dont il faut tenir compte. C'est-à-dire, la crise qu'on vient de vivre aura un impact fort à la fois sur l'échelle de l'économie au niveau national et mondial, à l'échelle des entreprises, et il s'agit d'un impact structurel. C'est-à-dire, ce n'est pas juste une conjoncture, puisque ça va changer nécessairement notre façon de faire les choses. Donc, les entreprises vont devoir s'adapter à des nouveaux besoins, à des nouveaux marchés, à une demande qui va évoluer justement parce qu'aujourd'hui n'est pas la même chose qu'hier, un impact fort aussi sur tout le pilotage de la masse salariale, compte tenu des impacts en termes des volumes des productions, mais aussi des générations des marges. Donc, cette incertitude-là, dont il va falloir qu'on tienne compte, en fait, peut pousser certaines entreprises, en fait, vers soit une inaction, soit, en fait, à bloquer la prise des décisions. Donc, et dans ces cadres-là, ce qu'il faut éviter, justement, c'est soit de rester bloqué parce qu'on souhaite couvrir tous les risques, en fait, on a peur de l'appréhension, soit de ne pas couvrir les risques, en fait, porter un regard un peu naïf et continuer à agir comme on agissait avant la crise qu'on vient de vivre. Donc, dans ces cas-là, en fait, la question qu'on peut légitimement se poser, c'est comment on peut maîtriser cette incertitude? Qu'est-ce qu'on peut faire, en fait? En tout cas, pour répondre à cette incertitude. La réponse, en fait, pour nous, et pour Heuristique et Grant Thornton, c'est de dire, on ne peut pas maîtriser l'avenir, on n'a pas une boule de cristal, tout simplement, on ne peut pas deviner ce qui va se passer demain, mais si on souhaite maîtriser l'incertitude, il faut les faire en définissant des scénarios. C'est-à-dire, demain, qu'est-ce qu'on peut envisager comme des scénarios possibles et comment on peut justement scénariser l'avenir, scénariser le futur. Nous, dans notre réflexion, on s'est dit, bien sûr, il y a 4 grands scénarios qui vont être devant nous et compte tenu de ce qu'on vient de vivre. Un premier scénario qui est l'arrivée malheureuse d'une deuxième vague du Covid à l'automne. Ça pourrait être un scénario possible. Et là, vraiment, on serait face à un effondrement de l'économie. Deuxième scénario, c'est une reprise lente, comme ce qu'on commence à observer depuis quelques semaines, donc, et qui va se poursuivre jusqu'à 2022. Troisième scénario qui n'est pas écarté, même sans deuxième vague du Covid, le fait qu'il y ait une crise économique profonde, comme ce qu'on a connu après la Grande Dépression dans les années 30. Et quatrième scénario à envisager, c'est une reprise rapide de l'économie, de ce qu'on appelle un cycle en V. Donc, et avec une reprise très rapide, on peut se poser légitimement cette question, puisqu'il y a des signes plutôt prometteurs, notamment au niveau de l'emploi aux États-Unis. Donc, quoi qu'il en soit, en fait, l'idée, c'est de dire, là, on ne peut pas maîtriser l'incertitude,
Mais en fait, on peut pas, pardon, on peut pas justement maîtriser l'avenir, mais on peut le scénariser. Et alors peut-être pour prendre un cas concret qui concerne le domaine sur lequel on travaille, c'est le domaine RH. Qu'est-ce qu'on peut faire, enfin, qui va être le lien entre justement la masse salariale et un environnement qui est incertain et dans lequel on a besoin de faire des projections et des choix. Le point qui est important derrière tout ça, c'est de dire que, et bon, ça paraît peut-être évident de prime abord, c'est de dire que vous avez un lien direct entre l'économie et l'entreprise, entre l'activité de l'entreprise et les effectifs et la masse salariale. D'accord ? Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui nous concerne, qui va nous toucher de plein fouet par rapport à ce qui va se passer. On l'a vu notamment à travers le chômage qui se prépare et le chômage partiel qu'il y a eu pendant la période de confinement. L'idée, c'est que c'est-à-dire qu'on a 4 scénarios, ce qui peut être à peu près entendu par la plupart des personnes qui réfléchissent sur le sujet. L'idée, c'est pas de dire j'en prends un et puis j'y crois. Donc l'optimisme, c'est de dire je peux très bien prendre les 4 ou les 2 ou les 3 qui me paraissent le plus logique. Ça, c'est une discussion qui peut se faire dans l'entreprise ou au niveau de la direction générale, d'accord ? Et le premier sujet, ça va nous permettre de découper une partie du risque. Le deuxième chose, c'est on va le scénariser. Scénariser, ça signifie quoi ? Ça signifie qu'il y aura une réflexion économique sur demain, il y a une crise profonde, comment l'entreprise va être capable de pouvoir réagir par rapport à ça. Peut-être ça sera du changement d'activité si c'est extrêmement quelque chose de structurel. Peut-être ça sera qu'un passage difficile pour l'entreprise. En tout cas, au niveau économique, il y a derrière un scénario possible, il y a des réflexions qui vont être entamées. Donc ça veut dire que là, on n'est pas directement dans la masse salariale, on est dans la stratégie d'entreprise et de l'économie. Quelle est notre offre ? Comment se situe le marché, quelle sera la demande sur le marché compte tenu des difficultés économiques dans le pays, comment notre offre peut y faire face et comment la concurrence va se positionner. D'accord ? Donc ça, c'est un point qui est important. Il y a une réflexion à amont. Par contre, ce qui peut apporter quelque chose de réellement intéressant, c'est quand derrière une réflexion, on va pouvoir la chiffrer. Et là, notre responsabilité, c'est de chiffrer la partie RH. Ça veut dire que on va devoir pouvoir intégrer des hypothèses qui sont liées au scénario. Demain, la crise va se perpétuer. Ça veut dire que, de toute façon, quoi qu'il arrive, il y aura un impact sur la masse salariale. On a un point qui est important, encore dans la manière de découper, c'est que l'aspect simplicité dont on parlait tout à l'heure et complexité, ça se traduit par le fait qu'on va utiliser une équation toute bête qui consiste à dire que la masse salariale, c'est le produit des masses individuelles par les effectifs. D'accord ? Donc déjà, on va décomposer notre problème en 2 points importants, c'est que j'aurai un volet coût et j'aurai un volet effectif, donc un volet force de production. Donc ça veut dire qu'on répond bien à la problématique que nous pose le marché, c'est les coûts qui vont conditionner les marges et peut-être la nouvelle concurrence qui va apparaître sur le marché, et les effectifs qui vont être induits par le volume de la demande, c'est-à-dire l'adaptation de l'entreprise, de son offre à la demande sur le marché. Donc ça veut dire qu'on colle complètement à l'aspect économique. Donc ça veut dire que si l'entreprise a une réflexion par rapport à son activité, on pourra en tirer des hypothèses qu'on va intégrer dans un modèle de type pilotage de la masse salariale. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est assez logique dans la manière de le faire. Le grand intérêt, c'est qu'un outil de masse salariale va le faire nativement à travers la notion de scénario. J'y reviendrai, mais c'est ça qui est intéressant. C'est une problématique qu'on se pose depuis longue date, mais il s'avère qu'aujourd'hui, l'incertitude qui est beaucoup plus importante aujourd'hui qu'elle n'était hier, va créer beaucoup plus de besoins de scénarisation et de simulation pour pouvoir éclairer la direction générale et les stratégies à la fois sociales et économiques de l'entreprise. Quelques exemples d'hypothèses. La partie emploi, on le voit nous à travers les interrogations qu'on a sur nos clients, notamment sur les révisions salariales qui doivent avoir lieu cette année, qu'est-ce qu'elles deviennent. Certaines vont carrément être reportées à l'année suivante, d'autres vont être reportées en fin d'année avec des objectifs complètement différents, et surtout peut-être une manière de rémunérer le personnel complètement différente. Ça, c'est une des réflexions qui se font actuellement. Ça peut être également sur la notion d'emploi, c'est-à-dire, comment on va piloter les effectifs, ça c'est des sujets qui sont cruciaux. On a vu que l'État jouait un rôle majeur dans la manière de soutenir les entreprises. Ce qu'on ne sait pas aujourd'hui, c'est est-ce que l'État va être capable d'aider les entreprises sur une période plus longue, 1 an ou 2 ans, avec les ressources que ça demande. Voilà. Donc l'idée, en conclusion par rapport à ça, c'est avoir la possibilité de diminuer l'incertitude en scénarisant, en faisant des choix. Un outil de masse salariale vous permet de modéliser l'évaluation des coûts et la gestion des emplois. C'est-à-dire que les hommes ne sont pas des nombres. Derrière chaque emploi, il y a une compétence.
Donc, ça veut dire que des choix devront être faits en fonction des adaptations nécessaires à l'entreprise. Donc, ça veut dire que derrière, il y a toute la politique de l'emploi qui doit être mise en œuvre. Les produits de masse salariale ne sont pas des produits de gestion des emplois, hein, ne confondons pas les sujets, mais ça va nous permettre, en tout cas, de valoriser la quantification des emplois sur lesquels il y aura des arbitrages. Et après, vous rentrez dans un système de simulation. Ça veut dire qu'un scénario, vous pouvez le faire tourner avec différentes hypothèses, faire des comparaisons, comparer les scénarios entre eux et offrir à votre direction des ressources humaines, à votre direction financière et à votre direction générale, une valorisation d'un choix possible par rapport à un scénario. Après, c'est une affaire de décision. Le job est fait. Tout à fait. Et ce qui est intéressant dans cette logique des simulations, c'est qu'on peut faire à la fois, bien sûr, une simulation à court terme, mais aussi on arrive à se projeter sur les moyens long terme, des manières justement à prévoir, et pour l'année prochaine, quelle va être notre politique d'emploi et des salariales par exemple, mais aussi c'est donner une projection, une stratégie en termes des plans sur les 3-5 ans à venir. Alors, si on descend un petit peu plus loin dans ce système de scénario et de simulation, si on descend au niveau purement de la problématique de masse salariale, je l'indiquais à l'instant, un outil de pilotage est conçu pour ça. Hein. La notion de scénario, ce n'est pas un sujet uniquement qui est utilisé dans le système de masse salariale, on va le retrouver dans le système d'élaboration budgétaire, c'est quelque chose d'assez classique. Excel utilise lui-même d'ailleurs des scénarios. Hein. Un scénario, c'est un ensemble, c'est un état d'entreprise, un état du personnel, dans lequel on va intégrer un modèle de calcul des effectifs et des rémunérations, des hypothèses de travail. On va faire tourner ensemble, ça va nous donner des résultats en matière de quantification des effectifs et en quantification de la masse salariale. Donc on revient bien sur l'équation dont je vous ai parlé tout à l'heure, la masse salariale globale, c'est le produit des masses salariales individuelles par les effectifs. Ça nous permet d'évaluer et de bien séparer le facteur de production que sont les effectifs et le coût du personnel que sont que représente la masse salariale. J'utilise des termes de contrôle de gestion. Hein, ça n'a rien à voir avec c'est pas un parti pris, c'est une manière de mathématiser un sujet qui est quand même très orienté autour d'un sujet financier. Mais ça n'empêche pas de faire, c'est ça le grand intérêt de la gestion du personnel. Quelques mots sur la notion de modèle. Ça, c'est un point qui est important. C'est-à-dire que l'approche de pilotage de la masse salariale va s'appuyer sur une modélisation. C'est quoi une modélisation? Quand vous faites des formules, quand vous utilisez des formules avec Excel, c'est un modèle. D'accord? Un modèle, c'est quoi? C'est des calculs qui vont être faits avec des règles de calcul. Donc, ça veut dire qu'on a besoin, dans ce type de schéma, de mettre en place un modèle. Ça ne veut pas dire que c'est compliqué pour autant, mais ça veut dire que c'est rigoureux, dans lequel il y aura des référentiels organisationnels. Ça, c'est un point qui est très important. Et c'est là où on parlait tout à l'heure de simplicité et de complexité. C'est quand on parle de masse salariale, en parler de manière globale d'une entreprise, ça n'a pas de sens. Ça n'a absolument aucun sens. La masse salariale, on la voit de manière consolidée. Ça, c'est normal, au niveau d'un groupe ou d'une société, mais on la voit à travers ses référentiels. Un référentiel, c'est l'ensemble de toutes les données, tous les éléments de nomenclature que va utiliser un financier, comme des sections éthiques, comme va utiliser un responsable RH, c'est des notions de qualification, de poste, d'emploi, de service, de direction. C'est en gros tous les éléments qui permettent à une entreprise de s'organiser, de segmenter le travail, de partager. Et donc, on a besoin, lorsqu'on travaille dans ce domaine-là, de raisonner par référentiel pour être capable d'avoir une approche complètement globale de l'entreprise, la stratégie, et de descendre jusqu'au niveau individuel, qui est l'emploi de personnel. Et entre les deux, il y a toutes les strates qui vont permettre de consolider. Dans le domaine décisionnel, on appelle ça des dimensions, tout simplement. Mais c'est un point qui est très important parce que c'est souvent des points de friction, d'ailleurs, entre le monde RH et le monde financier. Le monde RH a besoin de gérer des hommes. On a des référentiels parfois qui sont un peu plus souples, mais que peut utiliser un comptable ou un financier. Mais cette souplesse peut poser des problèmes en matière décisionnelle. Donc, partager ces référentiels-là. Le deuxième point, il nous faut des collaborateurs. Donc ça, c'est des éléments qu'on va récupérer du SIRH. Il nous faut des caractéristiques d'emploi. C'est le cœur du modèle, comment on va être capable de pouvoir calculer des rémunérations actuelles ou des rémunérations futures avec des éléments d'emploi. Donc c'est tout ce qui va appartenir au dossier individuel qu'on va trouver dans la base de données RH. Il nous faut des hypothèses prévisionnelles. Alors là, c'est le domaine le plus large. Les hypothèses, ça va du plus macro au plus fin. Le plus macro, c'est la loi. C'est la loi sociale qui impose des conditions d'emploi. Ça va être la convention collective, ça va être l'entreprise. Les accords d'entreprise. Et on va finir en dernier par les hommes, c'est-à-dire être capable de pouvoir, lorsque c'est nécessaire, descendre au niveau individuel pour avoir une politique
de gestion du personnel. Ça ne veut pas dire que tout le monde une seule personne doit faire tout ce travail-là, c'est que c'est un travail qui va être collaboratif. Les personnes qui s'occupent de hommes du personnel ne sont pas les mêmes que ceux qui vont faire des hypothèses globales. Donc l'idée, c'est d'avoir une approche macroéconomique qui permet de distribuer du travail à un niveau micro, de manière à ce qu'un budget, ça ne soit pas un simple poste de dépense, mais ça soit un engagement daté dans l'année. Ça, c'est des points qui sont très importants dans la méthode de travail. Les contraintes sociales, elles sont très nombreuses, vous les connaissez, mais je prendrai quelques exemples. C'est l'absentéisme. Peut-être qu'on va se poser aujourd'hui des questions sur l'absentéisme, comment on travaille, pourquoi les gens sont absents, est-ce qu'il faut améliorer les conditions de travail, parce que c'est un véritable coût pour l'entreprise. On a un taux de départ important ou un taux de turnover important. C'est pareil, c'est des contraintes qu'il va falloir intégrer dans le modèle pour avoir quelque chose qui fonctionne correctement. Bref, voilà. Quelque chose qui va vous permettre d'automatiser des calculs et de produire des rémunérations, des charges, et des effectifs à partir des hypothèses économiques qu'on aura intégrées. Donc on est vraiment dans une logique complète de l'économie qui va vers le social. Et là, je fais un lien par rapport à la situation actuelle. Vous parliez tout à l'heure, Jean-Louis, de tout ce qui était taux de turnover, en fait, les taux de départ naturels. Par exemple, aujourd'hui, les entreprises, on est presque sûr qu'ils vont être confrontés à un fait, c'est que la mobilité des employés va diminuer compte tenu justement de l'appréhension à cause de la crise. Et justement, il y a un ensemble de modèles économiques à remettre un peu à plat, en sachant qu'en fait, cet ordre de départ, cette mobilité va être beaucoup plus faible. Et ça va concerner l'ensemble des populations, en fait, que ce soit des populations non cadres et les populations cadres aussi. Tout à fait. Alors, quelques mots peut-être pour mettre quelque chose de visuel par rapport à ces notions-là. J'ai utilisé tout à l'heure quelques concepts, je parlais de macro et microéconomie, vous allez me dire qu'on est très très loin du domaine RH, pourtant on est vraiment au cœur du sujet. Macroéconomie, c'est normalement ce qui se passe au niveau d'un pays, on va le descendre au niveau de l'entreprise. La microéconomie, c'est ce qui se passe au niveau d'un service dans lequel on emploie des personnes. D'accord ? Donc on va descendre d'un étage, mais la logique est exactement la même. La macroéconomie est une somme de microéconomies. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous faites du pilotage de masse salariale, si vous avez une approche globale, vous ne voyez rien. Là, vous avez à l'écran un graphique qui est pas très complexe, mais qui est très riche dans la manière d'appréhender l'information. C'est que dès que vous allez toucher à des sujets de pilotage de masse salariale et des hommes, vous aurez un niveau de détail très fin. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir un effectif, vous en aurez plusieurs. Vous aurez des inscrits, vous aurez des présents. Vous aurez des effectifs ETP qui peuvent être des ETP équivalents temps plein, donc une personne qui est à mi-temps vaut 0,50, pardon. Des ETP, ce sera des ETP contractuels, des ETP au travail, des ETP payés. Vous pouvez en prendre 5 ou 6 très facilement. Là, vous avez un graphique qui est intéressant. Pourquoi? Parce qu'il nous montre que les effectifs, même côté des effectifs, c'est un sujet qu'il faut appréhender avec un peu de détail. Là, on a un exemple simple, c'est qu'on peut les exprimer en forme d'équivalent temps plein, en forme de mouvement, et en forme de contrat de travail. On a rajouté la possibilité, si on souhaitait, de voir ça par motif. Le graphique que vous avez vous permet de voir en bas l'évolution de vos effectifs de l'année en cours, en filigrane l'évolution des effectifs de l'année précédente, donc on voit qu'il y a une vraie compression des effectifs, et surtout les histogrammes verts et rouges vous donnent l'explication de l'évolution de vos effectifs. En rouge, c'est les départs, en vert, c'est les entrées. Interne, externe. On ne parle pas ici de mobilité interne, mais on pourrait le faire, mais là c'est interne et c'est externe. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que le système vous donne une répartition par type de contrat. L'idée, c'est pas de vous montrer un beau graphique, l'idée, c'est de vous dire que si on veut piloter correctement, il faut du détail. À certains moments, ça sera très macro, mais quand vous voulez comprendre, expliquer et surtout vous projeter, ce détail est très important. Un graphique comme ça vous permet d'avoir une structure de vos effectifs. Et si vous imaginez, vous pouvez l'avoir aussi bien au niveau groupe, donc l'approche stratégique, la descente au niveau société, au niveau direction, au niveau activité, au niveau d'un marché, par exemple, lorsqu'on va parler au commerce, ça veut dire que si vous avez besoin de faire des arbitrages sur les effectifs, vous avez besoin d'une information qui est très détaillée, où l'homme est un facteur d'activité. Donc on ne peut pas se défaire d'un homme de manière aveugle, ce n'est pas une question de volume d'effectifs, c'est une notion d'adéquation de notre offre par rapport à la demande. Et ça change complètement la manière et ça enrichit énormément le sujet. Deuxième exemple, là je vais me situer au niveau macro maintenant. Un bête empilage de couleurs qui va m'aider à faire comprendre les enjeux des choix en matière de masse salariale. Ce que vous avez à l'écran est simple, c'est un document qu'on peut présenter en comité de direction pour expliquer que l'année prochaine, on va dépenser plus d'argent que ce qu'aurait souhaité le conseil d'administration ou le comité de direction.
Et l'idée des empilements, lorsque la masse salariale augmente, derrière, il y a des raisons, il y a des mesures. Ce qu'on appelle les mesures, c'est les petites couleurs vertes que vous avez qui indiquent en bleu, vous allez procéder à des embauches, en orange, à des augmentations générales, vous allez faire des économies à travers des départs. Bref, le graphique, il faut le lire comment? Il faut lire la partie verte qui descend, c'est ce que serait le budget de la masse salariale s'il se passait rien dans l'entreprise. Pourquoi il descend? Parce qu'il y a une fonte naturelle des effectifs, les gens partent en retraite ou il y a du turnover. Et ça veut dire que si on ne fait rien, on va faire des économies. Très bien. Par contre, on a des hommes qu'on a besoin de récompenser. Ça veut dire qu'on va normalement procéder aux augmentations générales. C'est la partie orange que vous avez. Donc, votre masse salariale commence à augmenter. Et on va ici être capable de représenter finalement en différentes tranches toutes les mesures que vous allez prendre. Le grand intérêt de cette démarche-là, c'est que ça vous permet de travailler avec des personnes qui sont très en dehors du sujet masse salariale, qui sont dans le sujet économique, et de leur expliquer que si on veut atteindre les objectifs, eh bien on a des embauches. Et des embauches, c'est une grosse partie bleue, là, qui va nous augmenter notre masse salariale. Donc, ça veut dire que vous avez un outil qui est à la fois un outil de restitution d'une simulation, qu'est-ce qui se passe si, et un outil de communication qui permet de préparer la prise de décision à des très hauts niveaux de l'entreprise. Donc, c'est une vision qui est assez riche du domaine de la masse salariale. Voilà, quelques mots sur ces sujets autour de l'actualité. Tout à fait. N'hésitez pas à poser vos questions, en fait, et on pourra les voir ensemble à la fin du webinaire. Donc, pour aller plus loin dans notre échange, ce qu'on a souhaité faire, en fait, c'est vous présenter un peu une démarche pragmatique et de transformation du processus de pilotage de la masse salariale. Pour ce faire, en fait, ce qu'on a décidé de faire ensemble avec Jean-Louis, en fait, c'est tout simplement de vous présenter un cas concret. Donc, avec bien sûr l'accord de notre client et par rapport à la présentation de ces cas. Donc, on va vous illustrer ce qu'on a pu faire au sein de l'Institut national de l'audiovisuel. Et parfois, bien sûr, on va élargir les problématiques au regard de nos expériences sur d'autres clients. Donc, je me permets de présenter très rapidement l'INA. Donc, l'Institut national de l'audiovisuel, donc c'est un établissement public donc, qui est rattaché au ministère de la Culture. Mais en fait, particularité, c'est un EPIC. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas le secteur public, c'est qu'il est géré comme si c'était une société anonyme. Et d'ailleurs, il est prévu qu'il y ait un passage en termes société anonyme cette année dans le cadre de la réforme de l'audiovisuel public. Donc, l'INA a comme mission, bien sûr, l'archivage de tous les archives audio et télévisuelles, mais aussi comme mission le partage de ces archives auprès des différentes chaînes de télévision et médias en général, et la production aussi des productions audiovisuelles. Particularité de l'INA, particularité qu'on retrouve dans beaucoup d'entreprises, bien sûr, ils doivent gérer à la fois des postes cadres, non cadres, en CDD et CDI, mais aussi avec une petite difficulté supplémentaire, c'est toute la gestion des intermittents. Ce qu'on appelle les gestions des intermittents du spectacle, ce sont des gens qui viennent travailler pour l'INA pendant 2 ou 3 jours à différentes périodes de l'année et donc, bien sûr, pour lesquels il faut élaborer très rapidement un contrat de travail, mais surtout suivre l'évolution de sa masse salariale aussi. Donc, nous avons été contactés en 2019 par l'INA, justement, parce que dans le cadre de la réforme de l'audiovisuel public, ils doivent gérer des nouvelles contraintes. Donc, notamment, en fait, en termes des gains d'efficacité, puisque aujourd'hui, leurs process sont lourds et pas maîtrisés. Ils étaient lourds et pas maîtrisés. Et notamment, en fait, ces process-là étaient gérés notamment dans des fichiers Excel, dont rien que l'ouverture d'un fichier Excel pouvait prendre plusieurs minutes. Et ça, quand on arrivait à ouvrir le fichier. Donc, ils avaient besoin de revoir l'ensemble des process au regard, justement, des bonnes pratiques du marché. Ça avait besoin aussi de mettre en place un outil qui le permette de répondre aux contraintes réglementaires et notamment aux contraintes RGPD. C'est un point qu'on va évoquer par la suite. Et ils avaient surtout besoin d'améliorer la prévision de la masse salariale, c'est-à-dire mettre en place à plat en fait les process de prévision et des suivis, et notamment être en capacité de répondre à des nouvelles contraintes qu'aujourd'hui ils ne connaissent pas. Et c'est là où on fait les liens par rapport à l'incertitude qu'on peut connaître désormais, c'est-à-dire ces contraintes sont liées au fait à quel État peut leur imposer à la fois des plafonnements concernant les nombres d'effectifs, donc là on parle des sommes, mais aussi un plafonnement et où, en fait, j'ai utilisé ce terme, en termes de masse salariale. Donc, deux contraintes qui sont très fortes et qui parfois sont antagonistes. Donc, dans ces cadres-là, en fait, et d'Elina, ce qu'on a mené, c'est une démarche
assez structuré et que certains d'entre vous sans doute connaissent, en termes des transformations de tous les process de pilotage de la masse salariale. Je me permettrai de faire un focus sur la première phase. Donc, on en a fait 3 phases. En fait, une première phase avec cadrage des besoins que je vais détailler. Une deuxième phase, en fait, dans laquelle, en fait, on a fait une étude comparative des études du marché qui a abouti justement au choix heuristique. Et une troisième phase d'accompagnement en termes de mise en œuvre. Si j'ai fait un premier focus par rapport à la phase de cadrage des besoins, et ce qui était intéressant en fait de la démarche qu'on a pu mener ensemble avec la DRH, mais aussi les équipes de la direction financière de l'INA, et nous avons défini ensemble en fait des processus industrialisés avec un système de simulation bien sûr réalisé généralement au mois d'octobre pour l'année N+1 et un système de réprévision en fait régulier, c'est-à-dire tous les 3 mois. Donc, c'est là pour répondre à la fois aux besoins en fait d'industrialisation, mais aussi des mises en accord avec les meilleures pratiques du marché. On a essayé aussi à la fois de répondre aux besoins de la RH. Il faut se dire que l'INA a un contexte très particulier. Les contrôles de gestion est rattaché à la DRH. Aujourd'hui, dans la plupart des entreprises en France, en fait, les contrôles de gestion, on peut dire, tantôt ils se retrouvent côté de la direction des ressources humaines, tantôt ils se retrouvent côté de la direction financière. Mais on a essayé aussi d'aller un peu plus loin et de poser la question, en fait, aux directions opérationnelles. De quel suivi avaient-elles besoin, en fait, tous les mois pour piloter justement leurs effectifs? Donc, et le suivi de la politique RH, les stratégies RH au sein de l'Institut national de l'audiovisuel. On a essayé en fait de schématiser de manière assez simple en fait les besoins qu'on a identifiés ensemble. Un besoin de modélisation permettant à la fois de prendre en compte les plafonds de TP et les plafonds des masses salariales qui est variable. La prise en compte aussi de ce qu'on appelle l'accord d'entreprise INA, donc c'est la convention collective spécifique à l'INA, qui prévoit des passages des promotions automatiques et des augmentations collectives, et puis bien sûr des promotions individuelles et des augmentations individuelles. Ça, c'est en termes de modélisation. On a essayé aussi de prendre en compte en fait, tous ces besoins en termes de simulation et tout ce qu'on vient de se dire en fait, sur la simulation, la scénarisation possible, en termes de mobilité des équipes, des effectifs, et là, à la fois mobilité interne et externe, mais aussi au sein même de l'INA, de toute la politique de rémunération, et avec un fort focus en termes de l'analyse de l'évolution des principaux postes, puisque c'est quelque chose qui est demandé par la Cour des comptes à intervalles réguliers, en fait. Troisième point, et un point aussi sur lequel on a essayé d'élargir justement, quand on a échangé avec les équipes métiers et INA, c'était se dire, c'est aussi la possibilité d'intégrer dans notre démarche tous les suivis de la politique RH, politique RSE, c'est-à-dire la gestion de la diversité, des politiques égalité hommes-femmes, la gestion aussi de toute la politique seniorité, et avec les impacts que ça peut avoir en termes d'effectifs, mais aussi en termes d'impact économique, puisque justement, quand on parle d'égalité homme-femme, ça veut dire aussi, dans certains cas, privilégier les salaires des uns ou des autres, justement, pour arriver donc, au même poste, même salaire. Dernier point, et pas des moindres, c'était tous les aspects collaboratifs et tous les aspects contribution, c'est-à-dire collaboratif dans le sens où c'est dire, comme on l'a vu dès le départ, le pilotage de la masse salariale peut se révéler complexe parce qu'il y a différents acteurs. Donc, il a fallu justement être dans une logique collaborative. C'est piloté à la fois par la direction des ressources humaines et la direction financière, mais ça répond aussi aux besoins des directions opérationnelles. Dernier point, tout ce qui est relation avec les représentants des salariés, puisqu'il y a aussi un certain nombre d'informations à leur communiquer régulièrement. Quelques mots sur le caractère spécifique de l'INA, la modélisation. L'INA a un passé public, donc ça veut dire qu'ils ont gardé un certain nombre de modes de rémunération, notamment qui est piloté par de l'ancienneté et des échelles d'évaluation des carrières, qui s'inspirent beaucoup du domaine public, malgré le fait qu'aujourd'hui il relève du domaine privé. Donc c'est que la modélisation était du type public. Bon, c'est pas spécialement compliqué, mais c'est des choses qui sont vraiment bien particulières à ce domaine-là. Deuxième point, ils gèrent effectivement vis-à-vis de leur tutelle
qui peut être l'État, la prise en compte des plafonds d'ETP, ça c'est une pratique qui se fait beaucoup dans le domaine public, c'est-à-dire qu'on s'oblige d'une part sur à ne pas dépasser des plafonds de masse salariale, mais également à ne pas dépasser des plafonds de ressources, d'accord? Ça c'est des points qui font partie de la modélisation sur notamment définir les règles de calcul et les règles de calcul des effectifs et les règles de calcul du brut qui va nous permettre de pouvoir obtenir de la masse salariale prévisionnelle. Voilà. Sinon le reste était effectivement selon la description qui a été faite par Roberto sur les différents processus qui sont liés au pilotage RH. Donc, après cette première étape, un peu des définitions des processus industrialisés et en accord avec les bonnes pratiques du marché, et la question qu'on s'est posée au sein de l'INA, c'était de mener une étude comparative des outils. Donc, des outils qui pourraient répondre à ces besoins en termes de scénarisation qui avaient été émis par l'INA. Donc, pour ce faire, en fait, donc bien sûr, on a eu l'occasion de rencontrer plusieurs éditeurs. Donc, j'irai bien par rapport à ces points en termes d'outillage. Donc, par rapport à ces outils, comme on l'a dit, c'est très bien Jean-Louis, en fait, et la scénarisation n'est pas une exclusivité des outils de pilotage de la masse salariale. Bien au-delà, en fait, on peut dire qu'il y a deux types d'outils qui répondent à ces besoins de pilotage de la masse salariale. Il y a des outils dits généralistes, donc qui sont des outils, ce qu'on appelle les outils des EPM ou d'élaboration budgétaire et des simulations, sur lesquels, en fait, c'est plutôt des outils tournés vers une boîte d'outils dans lesquels il faut tout paramétrer. Et puis, il y a des outils qui répondent vraiment à cette demande, à ces questionnements par rapport au pilotage de la masse salariale, et notamment en heuristique, et c'est pour ça aussi qu'ils ont été sélectionnés, parce qu'il y a déjà un pré-paramétrage qui est dans l'outil et qui permet d'être un accélérateur dans la mise en place du projet. Donc, on avait déjà un pré-paramétrage existant, à la fois sur la gestion individuelle, mais aussi sur la gestion macro, et surtout ce qu'on vient de voir aussi, et qu'on va continuer à voir par la suite, en termes de reporting, pour répondre aux demandes des utilisateurs, et c'est pour ça que c'était un point aussi qui était discriminant dans les choix des outils, être en capacité de répondre à la fois à la demande des utilisateurs au sein de la DRH, qui baignent là-dedans au quotidien, aux demandes des clients de la DRH, notamment en termes de suivi des coûts de la masse salariale mensuelle par la direction financière, mais aussi en fait des demandes des opérationnels. Un autre point important aussi qu'on a pris en compte pour le choix de l'outil, c'était la culture et les niveaux de maturité de l'INA. C'est-à-dire, et ça c'est une réflexion partagée avec eux, ils partaient des processus non formalisés, des processus gérés sous SL, donc il s'agissait de mettre en place un outil qui soit facile de prise en main et qui pourrait faire évoluer régulièrement, justement. Quand on dit faire évoluer, c'est déjà la scénarisation, ce n'est pas une évolution, mais c'est utiliser facilement pour scénariser, et faire évoluer, c'est-à-dire puisque la population va évoluer, mais aussi les contraintes peuvent évoluer. Donc, cela nous a mené à faire une analyse des solutions, et dans ces cadres-là, donc, on a pris l'outil Elliott, sur lequel on va dire quelques mots, justement, même si on vous a déjà présenté quelques écrins qui ont été produits à l'aide de cet outil-là. Troisième phase du projet, en fait, et la finale, en fait, la plus importante, sans doute, c'est qu'une fois qu'on avait formalisé les process, choisi l'outil, bien sûr, on a fait une phase d'accompagnement. On a, avec nos collègues d'Heuristic, on a mis en place l'outil. Donc, bien sûr, cela nécessitait une phase de concession détaillée, c'est-à-dire on a identifié les process, il a fallu les adapter, les paramétrer dans l'outil. Il a fallu aussi une phase qu'il ne faut pas oublier, c'est toute la préparation des données des bases. Et c'est un sujet qu'on va évoquer, en fait, c'est l'intégration des outils dans un écosystème applicatif bien plus large, faire le suivi de la mise en œuvre, et puis surtout une recette de l'application et le déploiement de l'application. Ce qui était très intéressant aussi, et ça c'est un retour d'expérience, c'est qu'on a fait en fait toute la recette de l'application directement avec les équipes et sur des données réelles. Ce qui nous a permis en fait de valider les réels 2019, donc les suivis de la masse, le pilotage de la masse salariale sur la base du réel 2019, mais aussi de commencer à faire directement les budgets 2020 dans l'outil, alors qu'on était en mode recette, justement, et de faire les ajustements nécessaires pour pouvoir scénariser les différents scénarios qu'on avait identifiés avec l'INA. Si on va aller un peu plus loin, en fait, ce qu'on souhaite vous présenter un peu la contribution d'un outil de pilotage de type Elliott, même si on a déjà vu un certain nombre de points sur ces sujets.
Donc quelques mots sur ce qu'a pu apporter Elliott dans tout ce dispositif d'industrialisation du pilotage de la masse salariale de l'INA. Je ne rentrerai pas dans des aspects techniques, je rentrerai sur les points qui sont importants sur un projet. C'est-à-dire que ce n'est pas non plus que spécifique pour l'INA, mais des points qui sont importants. Le premier point qui est majeur, c'est qu'il y a une intégration par rapport à vos outils SIRH, vos outils comptables. Ça veut dire qu'il y a un écosystème informatique dans lequel un outil de pilotage de masse salariale doit venir se greffer. De manière très schématique, en priorité, le système aura besoin de données réelles pour pouvoir être capable de faire des projections dans le futur. On s'appuie sur du réel, parce que c'est dans le data qu'on a notamment des règles de gestion qu'on va pouvoir utiliser, la moyenne de vos heures d'activité, la moyenne de vos taux d'absence, etc. Donc ça veut dire qu'on va récupérer l'intégralité des données d'un système de paye au niveau individuel, toutes les rubriques, tous les résultats de paye sont injectés dans le produit, donc c'est-à-dire qu'on fera une reprise historique. On va injecter également l'ensemble de tous les collaborateurs et toutes leurs conditions d'emploi. Et là, au niveau d'Elliott, on a un des rares produits sur le marché qui reprend le détail de ce qu'il y a dans une base de données RH de manière très précise, c'est-à-dire qu'on va récupérer les personnels et l'évolution de leur situation à date d'effet. On fonctionne vraiment comme un outil RH. C'est-à-dire qu'on est capable de pouvoir avoir reconstitué un dossier individuel avec toutes les augmentations qu'une personne a eues depuis 3 ans, toutes les mutations, toutes les valorisations qu'il a pu obtenir, éventuellement des évaluations qui ont lieu dans des entretiens, l'évolution de leur temps de travail, etc. À quoi ça sert tout ça? Ça va nous permettre d'avoir un niveau de précision suffisant pour, d'une part, calculer le plus finement possible des éléments de brut et de charge. On ne refait pas une paye, mais l'idée, c'est d'être précis. Et surtout, ça va nous permettre de pouvoir quantifier et qualifier le personnel. Les hommes ne sont pas des numéros qu'on rémunère à un coût moyen. Les hommes ont des compétences qui vont évaluer avec le temps, à travers notamment des actions de formation, auront de la mobilité interne, des promotions. Et donc ça, on va en tenir compte. Ça va nous apporter une richesse extraordinaire pour être capable de monétiser la gestion du personnel à travers la masse salariale. Mais c'est ce détail-là qui est vraiment intéressant. Et là, notamment, on l'a beaucoup utilisé dans la partie Elliott. Qu'est-ce qu'on va injecter comme données? Donc, j'ai dit de résultats de paye, dossier individuel. On peut injecter dans certains cas, peut-être notamment dans l'industrie, des données de gestion des temps et des absences, de GTA. C'est-à-dire on aura à la fois les heures travaillées et les heures d'absence. On va intégrer obligatoirement des données comptables. La masse salariale, c'est qu'une partie du sujet. On parle souvent de masse salariale, mais le vrai terme devrait être frais de personnel. C'est-à-dire que des frais qui passent par des outils tiers de la paye et qui passeront nécessairement par la compta, on va les réinjecter. Des frais de recrutement, les frais sociaux autour de la médecine du travail, les contributions d'entreprise au CHSCT, etc. Tout ça va passer par des éléments qui sont externes à la paie, donc on va les récupérer sous forme d'écriture comptable. Ce ne sera pas individuel, ce sera récupéré et on en a besoin pour être complètement exhaustif. Et surtout, le point qui est important, c'est que c'est le lien avec la fonction finance. Et la fonction finance a 2 choses dont ils ont besoin. C'est d'une part des provisions, c'est-à-dire le lissage des frais, et d'autre part des notions d'analytique qui va leur permettre d'avoir des imputations des frais. Donc c'est-à-dire qu'on va être capable de pouvoir interfacer du data comptable dans le produit, mais également pas que du data, de la structure comptable. Donc le plan des centres de coûts, des sections analytiques, et éventuellement des hiérarchies qui peuvent provenir d'un ERP de type comptable, dans lequel on aura des découpages par type de client, par type de marché, par type de projet en fonction des activités. Donc quelque chose qui est extrêmement riche, qui va alimenter Elliott. Et c'est pour ça qu'on parle d'entrepôt. C'est pas quelque chose qui est en silo, c'est quelque chose qui s'alimente de la production de données dans l'entreprise pour la fédérer au service de la masse salariale. Donc je résume, on va récupérer une interface SIRH, une interface financière dans le produit, récupérer du data individuel, intégrer des historiques à date d'effet, être capable de faire du contrôle. Quiconque a travaillé sur des données de personnel sait que les données sont polluées. La DSN a beaucoup amélioré les choses, mais il y a beaucoup de contrôles que vous avez mis en place. Vous devez disposer d'une information qui est contrôlée, normée, pour pouvoir faire du décisionnel et après faire du pilotage de la masse salariale dans ce type d'outil. Voilà. Donc ça, c'est une facette qui était importante dans la mise en place du projet. Le deuxième point, qui est l'aspect organisationnel. Ça, j'insiste beaucoup parce qu'on a un produit comme Elliott est un produit qui ne nécessite aucun développement. C'est-à-dire qu'un projet, pour nous, c'est un projet de process. Il se fait en grande partie sur table par de la réflexion d'atelier et de la spécification fonctionnelle, mais c'est avant tout de la mise en place de process à travers de la personnalisation du logiciel en fonction des besoins et du contexte de l'entreprise, mais sans aucun développement. C'est que c'est des projets courts,
basé. Et c'est pour ça que le travail qui peut être fait avec Grant Thornton est vraiment intéressant. C'est qu'il y a un accompagnement du client et une expertise Elliott qui va être combinée. Donc les trois acteurs vont être extrêmement productifs dans la manière de porter un projet de pilotage de masse salariale. Les processus, c'est quoi? C'est définir des règles de gestion. C'est des choses qui sont très importantes pour notamment la partie financière. Il y a parfois du retard en termes d'organisation côté RH, mais qui va justement être repris dans le cadre d'un projet. On va parler référentiel, acteurs, planification, comment on va être capable de pouvoir faire de la prévision et procédure de contrôle. Les analyses d'écart qui font toujours du mal dans le domaine RH lorsqu'un contrôle de gestion va vous demander pourquoi on n'est pas dans les objectifs prévus. Délivrer de la donnée financière, deuxième point comme processus, c'est délivrer de la donnée financière pour la DAF. Un budget, si il est fait par la fonction RH, doit être livré au format comptable, d'accord, pour la direction financière. Troisième processus qu'on a cherché à mettre en place, c'est accélérer les processus, être capable de faire du reporting au même rythme que la finance, en J+3, faire un budget qui va vraiment alimenter les financiers, qui va permettre après de préparer le contrôle budgétaire. Et surtout, le troisième point qui est majeur sur le domaine du pilotage, on l'a vu un petit peu avec l'aspect économique dont on a parlé tout à l'heure, c'est qu'un budget, c'est une traduction de l'activité opérationnelle sur un an. Ce n'est pas un budget de dépenses, ce n'est pas une somme, c'est une somme de dépenses mensuelles qui traduit une planification en termes de recrutement, en termes d'investissement. Donc, c'est vraiment quelque chose de très opérationnel. Et tout ça va permettre de créer de la crédibilité, de la légitimité à la fonction RH sur ce domaine de contribution sociale. Pas dans l'absolu, mais sur ce domaine-là. Voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on utilise souvent l'exemple industriel de l'automobile, ou même vous prenez l'aviation. On est arrivé à faire voler de manière industrielle des avions parce qu'on a sécurisé l'ensemble. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on produise de manière régulière, qu'on garantisse la fiabilité, qu'on contrôle périodiquement et qu'on révise systématiquement. Si une chose à retenir, c'est ça. C'est si vous suivez cette voie, ça va vous emmener effectivement vers une véritable création de valeur autour d'un projet de pilotage de masse salariale. Et dernier point sur le plan là purement fonctionnel et ce que ça va apporter à l'INA sur le plan opérationnel. Bon, on va toucher du pilotage des effectifs, j'y reviendrai pas, mais ça veut dire on est beaucoup plus à même de ne pas faire de recrutement, c'est pas un outil de recrutement, Elliott, mais de planifier le recrutement, c'est-à-dire de faire le pont entre la production qui demande la bonne personne au bon endroit au bon moment, la fonction RH qui joue un rôle de support, qui sous-traite ça, après du recrutement externe avec des cabinets, donc une circuiterie qui est mise en place. Et le pilotage de masse salariale, ça va être le point d'ancrage, de supervision qui va dire, voilà, on a prévu tant de personnes, est-ce qu'elles sont arrivées, pourquoi elles n'arrivent pas, et comment on va expliquer les écarts. Donc ça va être la même chose sur le pilotage des effectifs avec la mobilité, l'absentéisme et le départ, on en a parlé tout à l'heure. Ça va nous permettre de piloter l'activité à travers le suivi des congés. De plus en plus d'entreprises suivent maintenant la prise de congés, qui obligeant les salariés à solder ces congés parce que c'est une dette pour l'entreprise qui doit être soldée. Et le pilotage des emplois, c'est pareil, c'est pas de la GPEC, mais ça va nous permettre de pouvoir anticiper de la fonte des effectifs, donc de définir une politique d'emploi avec une cartographie, utiliser une cartographie des emplois d'un outil de talent management et la quantifier en matière d'effectifs et la projeter dans le temps. Donc, ça veut dire qu'on va être capable de pouvoir travailler sur les carrières pour rendre l'entreprise attractive, former le personnel pour avoir les bonnes ressources au moment où on en aura besoin dans le futur. Bon, les éléments plus classiques qui sont très connus, c'est le pilotage des rémunérations, bien sûr, la maîtrise des frais de personnel, et puis le contrôle des engagements. Ça, c'est un vrai souci de la DAF. La masse salariale et de manière générale, les éléments liés aux rémunérations, c'est notamment à travers les provisions, à travers l'intéressement, la participation, les indemnités de fin de carrière, c'est une dette de l'entreprise vis-à-vis des salariés. Et une dette, il faut être capable de la couvrir. Donc, c'est vrai qu'il y a un engagement, il y a une couverture des engagements et un suivi des engagements qui est un souci très fort pour la DAF et qui réclame beaucoup là-dessus. Voilà. Au total, vous voyez, on revient sur cette notion micro-macro qui fait toute la richesse du sujet. Écoutez, nous arrivons un peu à la fin de notre webinaire, donc ce que je vous propose, c'est qu'on va faire juste une petite conclusion avant de passer à vos questions. Donc les questions qui ont été bien sûr reçues et prises en compte par Tariq, on pourra bien sûr partager les réponses à ces questions et on les a toutes notées. Si on n'a pas aujourd'hui la possibilité de répondre à toutes vos questions, donc on les a toutes notées et on vous proposera justement de répondre à ces questions et très probablement au sein d'un webinaire aussi. Donc, juste pour conclure, en fait, c'est une conclusion partagée avec Jean-Louis. Donc, ce qui est important à voir aussi en termes de pilotage de la masse salariale, c'est que c'est un seul domaine d'intervention, mais qui a deux visions. Donc, vous savez, à la fois une vision sociale, dont on a beaucoup parlé en termes de pilotage des effectifs,
pilotage de l'humain, en fait. Donc, en termes des compétences, mais aussi de son turnover, de son absentéisme et de la politique salariale qu'on met derrière. Il y a une vision beaucoup plus financière, en fait, en termes d'approche, une analyse plutôt analytique, en fait, en termes d'analyse des engagements de l'entreprise, avec un besoin de pilotage et de stabilité. Donc, ces deux visions-là, quelque part, il faut les faire cohabiter au sein d'un socle commun et partagé. Et cela nécessite justement qu'il y ait, à minima, un langage commun qui soit partagé entre les RH et la finance, une base commune d'information, en fait, dans cette relation client-fournisseur qui se met en place entre l'ARH en tant que fournisseur d'une population pour la production, etc. Que ça s'inscrive, comme on le disait très bien Jean-Louis, en fait, dans une logique des processus financiers, en termes des calendriers, des cycles de gestion, donc les business reviews mensuels, systèmes prévisionnels, des reporting qui doivent être élaborés, du contrôle budgétaire qui doit être en fait systématique et régulier. Donc, avec une analyse, bien sûr, sur les suivis entre les réels et les prévisionnels. Donc, tous ces éléments-là, en fait, sont importants à prendre en compte, justement, dans le pilotage de la masse salariale et de les scénariser. Et c'est ces éléments-là qu'on essayait, justement, de partager avec vous depuis le début de ce webinaire. Je ne sais pas, Jean-Louis, si tu souhaites rajouter quelque chose avant qu'on passe aux questions-réponses. Non, c'est tout à fait d'accord. Bon, bah écoutez, donc, ce que je vous propose maintenant, avec Tariq, c'est peut-être passer aux questions-réponses. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Roberto et Julie. Peut-être que vous pourriez afficher votre vidéo, messieurs, si le cœur vous en dit. Pardon? Oui, là, ça fait, normalement, c'est bon. Ok. Je ne vous vois pas, donc... Alors, c'est qu'on a un petit souci technique et normalement, là, tu devrais nous voir. Mais sinon, c'est pas grave. On va y aller quand même. Oui, c'est bon. Tu ne vois toujours pas? Ça va arriver. Sinon, en tout cas, une première question. Comment peut-on au mieux modéliser les coûts indirects engendrés par chaque scénario? Coûts des dysfonctionnements organisationnels, gestion, productivité, coûts sociaux. Alors, ouais, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Pourquoi? Parce que là, on est sur des effets on n'est pas des effets purement individuels, on est sur des effets de masse, c'est-à-dire des choses qu'il est plus difficile de pouvoir quantifier à un niveau micro et qu'on va être obligé de quantifier au niveau macro. C'est la statistique qui va répondre à ce sujet-là. Pour vous prendre un exemple à peu près équivalent, c'est lorsqu'on va parler, par exemple, de taux d'absentéisme. Quand vous faites une projection, vous ne savez pas qui sera absent. Vous pouvez avoir des absences de longue durée, de la maladie, par exemple, où là, vous pouvez nominativement considérer qu'une personne est absente, mais ce n'est pas trop le débat. Le débat, c'est comment je vais être capable de pouvoir assurer 100% de mes emplois alors que j'ai que 95% de disponibles. C'est ça le vrai enjeu. Donc, ça veut dire prévoir derrière des effectifs supplémentaires. On utilise la statistique, c'est-à-dire qu'on va récupérer les données provenant du SIRH qui nous permettent de calculer, dans le cas par exemple des taux d'absentéisme, mais ça peut être d'autres sujets, ça peut être des taux de départ ou d'autres choses de ce type-là, et avoir des tendances, alors pas une tendance globale, mais une tendance sur des emplois qu'on va regrouper par emploi, qu'on va regrouper par établissement, par société, par activité. Donc là, il y a un travail statistique préliminaire d'étude des données, d'où l'intérêt des outils d'analyse visuelle, notamment que nous on utilise. Donc l'idée, c'est d'avoir une analyse, c'est pas très long, hein, mais une analyse statistique des données. Elliott vous le donne facilement, c'est un produit multidimensionnel, donc il peut vous faire tous les croisements que vous souhaitez, et trouver quelque chose qui va être significatif. Et ces taux-là vont être appliqués après dans le cadre d'une projection. Et comment ils vont être appliqués? Eh bien, on va repartir, par exemple, si c'est des mesures qui vont avoir un impact sur des économies ou des coûts supplémentaires, on va appliquer des matrices de taux d'absentéisme, s'appuyer sur des consolidations de données salariales, donc des ETP, et ça va venir diminuer les ETP disponibles, éventuellement diminuer la masse salariale. Alors ça va dépendre après de la manière dont l'entreprise finance son absentéisme, et donc ça va notamment sur la partie effective, on va appliquer de manière moyenne sur les axes qui sont significatifs, les emplois, les activités, les métiers, les établissements, ces taux pour abattre des effectifs. Donc on a une approche à ce niveau statistique qu'on appelle parfois une approche par enveloppe. Alors, une deuxième question, les congés mis sur des CET grèvent la masse salariale, constate une de nos auditrices. Quelle perspective pour les accords CET et le pilotage de l'entreprise qui veut réduire les provisions faites sur les congés non pris?
C'est très technique. Je pourrais y répondre. Hein. On a des personnes qui sont en interne qui pourront répondre à ça. C'est très technique. Mais effectivement, là, on va tomber. Ce que j'appelle technique, ça va toucher à des éléments qui sont notamment qui relèvent du domaine de la paye. Le domaine de la paye et le domaine aussi des accords d'entreprise. En tout cas, on a la possibilité de pouvoir les calculer. C'est-à-dire que c'est là où on est sur cette notion de modèle. C'est qu'on peut mettre en place des règles qui mettent en œuvre des règles de calcul réel de paye. Il y a un moment, on avait la loi Fillon, on a modélisé la loi Fillon au centime près, donc on est capable de faire ce travail-là. Mais je n'y répondrai pas directement parce que je n'ai pas la technicité pour ça. Voilà. Juste par rapport à revenir à la question précédente, ça me semble intéressant aussi de mettre toute la partie gestion des compétences, en fait. Vous savez qu'on a parlé donc du fait de l'absentéisme, mais une des hypothèses qu'il va falloir se formuler, c'est l'évolution des compétences nécessaires et comment ma politique de gestion des compétences en interne va justement avoir un impact par rapport à ma masse salariale aussi. Donc, effectivement, il y avait une question qui consistait à savoir comment relier le pilotage de la masse salariale avec la gestion des compétences. Et voilà, vous évoquez ce sujet, donc c'est… C'est vraiment la gestion des compétences traduite en masse salariale, c'est la gestion des effectifs. Hein. Ce n'est pas que compter les gens, c'est avoir une cartographie des emplois et des nombres de personnes ou des heures travaillées en face qui vont nous permettre de faire des projections. On a fait des travaux, on a travaillé avec un ministère notamment qui était très, très sensible à ce sujet-là. On peut faire des projections sur 6 ans, c'est-à-dire récupérer des statistiques de départ en retraite ou de mobilité sur les emplois qui nous donnent une fonte des effectifs par emploi. Et mettre en face une cartographie d'emploi cible, c'est-à-dire que nous faut-il pour arriver à répondre à notre offre. Comment produire avec des emplois particuliers. Et là, vous arrivez à avoir un différentiel d'emploi qui va falloir combler, là dans le cas présent, dans les 6 ans qui viennent. Et combler, c'est recruter, c'est former, etc. Donc il y a un vrai lien entre les effectifs et les emplois, c'est un domaine qui est très riche. Le talent management ne gère pas ce prévisionnel-là aujourd'hui. Il va gérer une cartographie beaucoup plus fine, mais il ne va pas gérer des grandes tendances qui ont un impact sur la production. Et c'est des informations justement qu'on peut récupérer dans des outils de type Elliott, en fait, pour faire ce qu'on appelle la gestion des emplois ou la cartographie des emplois. Mais justement, on parle de la vision actuelle, l'évolution justement des compétences qu'on prévoit, comment on va acquérir ces compétences ou les combler par des recrutements externes de manière à faire une prévision. Alors messieurs, je vous propose de terminer avec 2 questions qui concernent l'outil. D'abord, quel type d'outil peut-on utiliser à l'échelle d'une PME de 60 salariés? C'est une bonne question. Aujourd'hui, ça sera Excel. Pour des questions de prix, il n'y a pas vraiment d'offres pour ce type-là. Vous avez des offres d'éditeurs de paye qui ont des modules de masse salariale, pour être très honnête avec vous, qui ont des modules. Ils sont très bien, mais ils sont très limités en termes d'évolution et de simulation. Voilà. Ils vous permettent de faire une projection à isopérimètre, d'accord 60 personnes. Aujourd'hui, on va travailler sur ces offres-là, nous, justement, en standardisant de manière à pouvoir y répondre. Ça reste un peu cher pour une société de 60 personnes, mais à côté de ça, vous avez des sociétés de 60 ou 100 personnes qui peuvent être très complexes, qui vont acquérir ce type d'outils. Nous, on a signé il n'y a pas très longtemps avec une société qui s'appelle Symbio, qui travaille dans le domaine de l'hydrogène embarqué dans les voitures électriques, qui est une start-up qui a 5-6 ans et qui a validé son modèle et qui vient d'être acheté par Michelin et Forestia. Et ils sont passés, le temps qu'on fasse le projet, ils sont passés de 100 à 200. Donc on a fait un projet avec eux, on a fait le pari, et on se retrouve avec une société qui a qui pousse comme un champignon. Et le produit Elliott est extrêmement structurant pour eux. Il est très intéressant parce qu'il passe d'un statut artisanal à un statut industriel, donc ça a du sens. Mais sinon, pour être très honnête avec vous, 60, ça va dépendre vraiment du contexte. Après, ça reste un peu onéreux pour une structure. Je pense que la question se pose, quoi qu'il en soit en termes d'outillage, il faut se poser d'abord la question en termes de process organisation. Comment je pilote de masse salariale, quels sont les process que je mets en place. Et après, bien sûr, donc ces process-là, on pourra les mettre en place ou pas dans un outil en fonction de la complexité qu'on voit et des enjeux auxquels l'entreprise doit faire face. Notamment, si je fais 60 personnes aujourd'hui, mais c'est une entreprise en hyper croissance, peut-être là, ça pose la question justement de ces besoins de piloter puisque l'activité explose. Merci messieurs, il est 12h03, je vous propose que nous arrêtons là donc la conférence. Merci à vous pour ces échanges. Merci à tous les auditeurs de nous avoir suivis. Les questions… Juste un point peut-être, Tariq, en fait, bien sûr, comme je disais, on a pris en compte toutes vos questions et donc on les a notées et donc on va y répondre.
donc de manière plus détaillée. Et d'ailleurs, on vous propose peut-être d'y répondre via un webinaire qu'on pourrait organiser début juillet, si besoin. Et donc, on reviendra vers vous avec une invitation sur ces sujets-là. Parfait. Merci à tous. Merci. Merci à tous.